S'il y a des choses à modifier, ça serait beaucoup plus judicieux, moi je trouve. Alors, sur des élus, on réfléchit à une plus grande anticipation. Bon, vous savez tous que Tiers d'Or et Montagne résulte d'une fusion qui est arrivée comme un coup de canon. La loi du 7 août 2015 est arrivée, on ne l'avait pas prévu en 2014. On avait 18 mois pour créer des communautés. Bref, on est passé de petits EPCI à un EPCI très conséquent quand même, puisqu'on est presque 40 000 habitants. Et donc, chaque jour, ou presque, on s'interroge sur la façon d'améliorer nos procédures, notre organisation. Et il y a encore pas longtemps, j'ai évoqué le sujet avec Christophe Pili, le directeur général des services, pour qu'on puisse avoir un ordre du jour, enfin une remontée des sujets de l'ordre du jour, en termes d'organisation des services. Alors, il y en a qui vont l'apprendre aujourd'hui, puisque je pense aux agents qui sont présents, je n'ai prévenu encore personne, mais le souhait que j'ai exprimé, c'est que tous les rapports puissent être remontés au moins à la direction générale un mois avant les réunions. Ce qui permettra peut-être de faire arriver les ordres du jour un peu plus en amont du délai légal qui est respecté, mais c'est vrai que quand il y a des gros paquets de documents, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais du coup, ce qu'on gagne en anticipation, on a déjà eu ce débat sur la mandature précédente, on va le perdre un petit peu en réactivité. C'est-à-dire que si on a une urgence qui arrive une semaine avant la réunion, si on s'est fixé comme règle que tout est prêt, tous les rapports sont remontés un mois avant pour qu'on puisse les envoyer, traiter les sujets en réunion de bureau, et envoyer les comptes rendus comme ça vient d'être demandé, c'est une autre organisation, on va dire, qui est plus conforme à une collectivité de grande taille, mais je pense que c'est la direction vers laquelle on doit aller. Voilà. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on va le faire demain et ni qu'on va mettre un mois tout de suite. Peut-être qu'il faut qu'on s'habitue, donc on n'a pas eu l'occasion d'approfondir. C'est un sujet qu'on a évoqué il y a une semaine avec Christophe Pili, parce que je trouvais qu'effectivement, on était un peu tendu pour faire remonter les rapports et envoyer tout ça dans des délais. On se met un peu sous pression, de manière, y compris pour les services d'ailleurs, de manière un petit peu excessive, et que si on anticipe davantage, on pourra respirer un peu mieux. Et quand je dis respirer, c'est tout le monde. C'est les fonctionnaires, c'est la direction générale, c'est les membres du bureau, c'est les conseillers communautaires qui pourront avoir les documents avec un peu plus de temps pour les lire. Voilà. Donc, ça c'est plus une observation plus sur les pratiques, Mohamed. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres propositions, d'autres questions sur ce projet? Oui, Patrick? Ouais, ça marche là? Oui. Bon. Sur l'article 24, c'est un petit point de détail, mais je trouve que c'est un petit peu flou. Quand il est dit « Les conseillers délégués sont invités aux séances du bureau sans voix délibérative ». Il ne s'agit pas des conseillers délégués communautaires, il s'agit de simples conseillers, j'imagine. Non, on parle des membres du bureau qui ne sont ni maire ni vice-président, oui, qui siègent en tant que conseillers communautaires, qui reçoivent une délégation. Oui, donc à ce titre, ils sont partie intégrante du bureau. Oui, mais ils n'ont pas voix délibérative. D'accord. Parce que pour ne pas modifier l'équilibre entre les communes, on s'était dit qu'on prévoyait explicitement que les n'avaient voix délibérative au bureau. C'est dans notre délibération constitutive du bureau. Je vous le rappelle, sont membres du bureau tous les maires et les vice-présidents qui ne sont pas maires. D'accord, j'avais occulté. Et c'est tout. Merci. Voilà. Oui, tard. Oui. Oui, bonsoir à tous, Monsieur le Président. Donc effectivement, sur un aspect réglementaire, il faut qu'on adopte ce règlement intérieur. J'ai quelques propositions d'amendement. Alors je voudrais juste rappeler, et je crois que tout le monde le sait, enfin je ne sais pas si tout le monde le sait, mais nous avons adopté notre règlement intérieur après un travail autour du maire de Thiers très constructif. Nous avons un règlement intérieur à Thiers qui a été co-construit avec l'ensemble du conseil municipal, sur lequel il y a des éléments vraiment intéressants et même des avancées
des avancées démocratiques par rapport à la version précédente, qui peut être intéressant de croiser. Voilà, je voulais le préciser, autour du maire de Thiers, ce travail-là a été fait par les conseils municipaux. Ensuite, il y a effectivement, il faut qu'on l'adopte. Est-ce qu'il serait pas judicieux qu'on puisse l'adopter sous cette forme-là et qu'en janvier, par exemple, courant janvier ou même après, une petite commission se réunisse, je ne sais pas sous quelle forme, pour peut-être rentrer dans le détail d'un certain nombre de choses. Par exemple, sur le sanction, le sanction en tant que quand il y a un vice-président indemnisé qui n'est pas présent, il y a un tableau synthétique sur lequel je pense on a tout intérêt à aller peut-être un peu plus loin, notamment sur, par exemple, quand on parle d'absence, est-ce qu'on parle d'absence dans les conseils communautaires, au sein des conseils communautaires dans les sessions, est-ce qu'on parle d'absence des commissions, des organes représentatifs, est-ce que au niveau de l'échelle des sanctions, on ne peut pas aller plus loin que par exemple la minoration de moitié, si l'absence est supérieure à 50%. Enfin, tous ces éléments-là peuvent faire d'ailleurs ce qui est prévu, je parle sous le couvert du maire de Thiers, ce qui est prévu à Thiers, c'est une délibération complète en plus du règlement intérieur pour justement mettre en place des sanctions sur les absences éventuelles répétées d'élus indemnisés. Enfin, c'est une proposition. Hein. Après, c'est à la discrétion de l'Assemblée. Sinon, j'ai noté quand même un certain nombre de choses. Par exemple, à l'article 3, participation donc des conseils communautaires. Non, c'est pas celui-ci. Sur l'article 12, l'enregistrement des débats. Alors il me semble important, et c'est une vraie évolution qu'on salue, les débats maintenant sont enregistrés et retransmis même en direct, et c'est une très bonne chose. Je pense par exemple qu'il faut l'inscrire de droit, c'est-à-dire que ces séances, il faudrait qu'on puisse retirer sur la fin de l'article 12, ces séances peuvent être retransmises. Moi je dirais volontiers ces séances doivent être retransmises pour que ce soit vraiment un droit effectif. Voilà. Pour l'article 13 dessous... Pardon, juste oui. sur ce point-là de l'article 12, moi je suis d'accord pour adopter la modification que tu proposes. Si on peut le traiter tout de suite, ça sera fait. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour la modification de peuvent par doivent, les avis contraires, les abstentions? Bon, voilà. Sur l'article 13, par exemple, accès et tenue du public, il faut qu'on puisse aussi permettre un droit, ce qui est déjà effectif, mais qu'on puisse l'inscrire, permettre un droit de question du public, par exemple, qu'une question qui puisse être posée par le public. Et là, j'ai vu que c'était pas mentionné, mais c'est peut-être un peu plus loin, je ne sais pas. Mais sur ce paragraphe-là, cet article-là, 13, accès et tenue du public, on pourrait rajouter le public donc doit observer le silence durant toute la durée de la séance et sera autorisé en questions diverses, à interpeller les élus sur tel ou tel sujet, comme il se fait volontiers au conseil municipal de Thiers. Ça, je propose alors on le pratique, hein, on l'a toujours pratiqué, autant la retransmission vidéo, on l'a pas pratiqué antérieurement, parce que, encore une fois, on était en train d'essuyer les plâtres de la fusion. Donc c'est pas en soi, il n'y a pas de désaccord. Simplement, je pense qu'il faut écrire ça de manière un petit peu structurée. Oui. Et on peut le renvoyer à un amendement pour une prochaine réunion du Conseil. D'accord. Non, mais avec plaisir, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Sinon, l'article 17 sur les questions orales, on a adopté le même article dans le règlement intérieur de la ville de Thiers. Moi, j'augmenterais le délai de réponse. Par exemple, 2 jours, je pense que c'est pas suffisant pour les services. Et là, du coup, c'est pour le confort aussi de l'administration. Peut-être qu'on puisse mettre un délai de 15 jours, c'est bien. 15 jours, c'est ce qu'on a proposé, ce que le maire de Thiers a proposé. Et puis, c'est très bien ainsi. Parce que 2 jours, Monsieur Pili, ça va être compliqué pour Monsieur Pili. Mais c'est des fois pour il dort, l'administration. Donc non, mais c'est vrai que ça va dans le sens en plus de l'anticipation des travaux des élus. Donc je pense que c'est une bonne proposition qu'il faut la retenir. Si vous en êtes d'accord, y a-t-il des avis contraires pour passer de 2 à 15 jours sur les questions orales? Des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Voilà, et ensuite il y a l'article 38. Alors c'est à la discrétion encore de l'ensemble de ce conseil. Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du président ou d'un tiers des membres en exercice du conseil communautaire. Je trouve un tiers un peu lourd parce que ça fait 20 élus pour modifier un règlement intérieur.
peut-être qu'on peut trouver un nombre d'élus pour modifier éventuellement le règlement, peut-être un peu plus moins important. Même si effectivement il n'y a pas de difficulté, on voit bien qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y aura pas de difficulté. Mais 20 élus pour modifier le règlement, ça fait quand même un peu, d'autant qu'il n'y a pas de groupe constitué. Ça Et fait, tu proposerais de réduire à combien? Moi, je suis ouvert à cette proposition complètement. Eh bien, je sais pas, à partir de, j'ai pas forcément d'idée précise, mais à partir de 3, c'est bien. 3, 4 élus, c'est bien. Oui, Éric Boucourt. Moi, les propositions sont intéressantes, hein, mais ça me gêne qu'on modifie comme ça au pied levé sans réfléchir. Ah mais si certains articles demandent un débat plus approfondi, on les renvoie. Oui, Je mais- pensais à la rédaction sur les réductions d'indemnité en cas d'absence. C'est des sujets, on Oui. les inscrit parce qu'au moins on part pas de rien et on les Oui. reformule. Mais même entre 2 et 15 jours, ça se discute. Enfin, moi, je serais plutôt d'accord pour renvoyer à un petit groupe de travail, mais qu'on ait un peu le temps de réfléchir. Enfin, ça me semble. Une fois qu'on l'a adopté, il est adopté pour 6 ans. Bon, ça mérite qu'on s'y arrête un peu, mais Alors- ça me gêne un peu. Bon, contre, abstention, adopté, contre, bon, ça me gêne un peu. Voilà. Bah, surtout, non mais je me suis permis ça parce que Oui, j'entends. l'exercice ayant été fait quelques jours avant et la référence prise étant un règlement adopté à tiers, ça me semblait de manière à faire gagner du temps à tout le monde. Ouais. Parce ce qui est valable à tiers peut être valable à TDM. Ah bah, Tout à bien fait. sûr, mais on l'a voté ce tiers. Mais il y a eu Non des mais l'histoire des 15 jours aussi donc. Bon, enfin, une commission en janvier pourrait se pencher là-dessus. Oui mais je propose qu'on garde en commission les sujets sur lesquels... Tout à fait, notamment sur On les en a besoin. indemnités. L'article sur les indemnités, d'ailleurs, il peut faire l'objet, comme a suggéré le maire de Thiers, il peut faire l'objet d'une délibération spécifique, parce qu'il y a beaucoup de tiroirs à tirer quand même Oui, tout à fait. sur cette question-là. Alors avec un cadre législatif quand même, hein, Tout à notamment fait. sur le plancher de 50%. Tout à fait. Voilà. Mais on le traitera ça effectivement dans un temps ultérieur. La proposition, bon, avec les amendements qu'on a tous votés, ce serait qu'on établisse ce règlement intérieur ce soir et que à la prochaine réunion du Conseil, on ait des amendements qui aient été travaillés en amont. Si je peux me permettre, Oui. sur les indemnités, on peut quand même saluer que dans ce règlement intérieur par rapport au dernier, il y ait justement quand même une avancée sur le fait que les vice-présidents qui ne participeraient pas aux travaux, et c'était une exception, soient sanctionnés. Financièrement. Bien. D'autres suggestions? Bien. Donc il reste en fait assez peu de questions en débat. Peut-être d'autres peuvent venir, hein, du coup. Hein. C'est pas exhaustif, mais oui. Est-ce qu'il y a donc quelques élus volontaires pour constituer un petit groupe de travail qui se réunirait entre maintenant et le prochain conseil communautaire? On prend les inscriptions. Le règlement intérieur, oui. Alors, Alexandra Virlojeux, Éric Boucourt. Tard? Oui. C'est part de mes observations, mais je peux y participer volontiers, avec plaisir. D'autres, alors j'y serai, bien sûr. Martine Munoz. D'autres collègues? Patrick Sauzède. Bon, c'est bien, hein? Pas la peine qu'on soit 58. Bien, c'est bon, Christophe, tu as enregistré? Alors, avec les amendements qu'on a d'ores et déjà retenus, et ceux qui restent je dirais, sur la table de manière très ouverte, est-ce qu'on peut considérer que le document en l'état est approuvé par le Conseil communautaire? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. L'ordre du jour appelle ensuite... Ah, ça y est, j'ai plus... Deux points. Alors, je vous propose de relier les points 3 et 4. Donc, c'était une demande qui avait été faite pour essayer de sauver un commerce sur une des communes de Thiers-d'Orée-Montagne, en l'occurrence la commune de Selles. Et même si on l'avait adopté très largement le 17 septembre, il y a des collègues qui ont fait remarquer que il aurait été préférable d'avoir les rapports un petit peu avant
et dans tous les cas, peut-être d'être dans les clous de ce qu'on appelle la procédure d'urgence, et donc d'avoir un rapport transmis au moins 24 heures à l'avance. Bon. Donc, après réflexion globale sur un sujet important qui est la définition de l'intérêt communautaire, sur une thématique particulière qui est la thématique du commerce de proximité. Et quand vous regardez l'intérêt communautaire, il y a d'autres exceptions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on a quelques commerces communautaires aujourd'hui, ou dans des murs communautaires, dans d'autres communes que celles sur du Rolle. La proposition que je vous fais, c'est de retirer ces deux délibérations. Donc l'intérêt communautaire reste à l'identique, que on garde la boulangerie de celle sur du Rolle comme propriétaire, que notre locataire devienne la commune de celle sur du Rolle, qui du coup permet à un nouveau commerce, ou plutôt la poursuite d'une boulangerie, et donc qui va être notre locataire, et du coup de réfléchir un peu plus, comme dans l'esprit du règlement intérieur tout à l'heure, qu'on prenne le temps, et notamment avec la commission que préside Sophie Delègue sur le commerce de proximité, de voir un petit peu comment on imagine l'intervention de la communauté de communes en lien avec les communes, et quelles sont les formes qui semblent les plus adaptées. Alors on a des signaux inquiétants. Évidemment, la crise sanitaire fragilise grandement les commerçants, et pas que, l'ensemble du secteur économique. On a des craintes sur l'année 2021, sur la survie de certains commerces. Donc je pense que c'est vraiment un sujet éminemment d'actualité et qui mérite une réflexion particulièrement nourrie. Il faut quand même aller vite, parce qu'il ne faut pas qu'on mette 3 ans à réfléchir. Il y a une urgence qui nous impose d'aller vite. Mais en l'état, la proposition, c'est bien de garder dans l'intérêt communautaire l'ensemble de ce qui était dedans sur le précédent mandat, et de reporter ces sujets-là à une question ultérieure. Voilà. Y a-t-il des questions, des avis contraires? Oui, Eric? C'est un sujet qui a un historique que je ne connais pas, mais je voudrais bien comprendre. L'intérêt communautaire est relatif à l'animation sur une politique communautaire. Est-ce que ça inclut un transfert de propriété, une charge d'entretien des locaux cités ou pas? Alors, il y a la thématique animation, et puis il y a sur le point 2 des compétences obligatoires qu'on retrouve page 2 de la note de synthèse, une liste de commerces dont la communauté est propriétaire des murs. Parce qu'elle a été, soit elle les a achetés, soit elle a été maître d'ouvrage, elle a construit des équipements. Je pense à la station-service de Chabreloche, par exemple. Et là, on est bien sur un sujet différent de l'animation. Là, on est sur le portage. Et c'est toute cette liste pour laquelle, à mon sens, il est important qu'on s'interroge pour savoir si c'est la communauté qui doit continuer ou s'il faut restituer aux communes de manière très, très ouverte. Moi, je n'ai pas d'avis a priori sur un sujet comme ça. Mais là, il faut bien comprendre que cet article 2, c'est le résultat de l'addition des intérêts communautaires des 4 communautés de communes à la fusion. C'est ça l'histoire. Et avec, y compris les projets qui étaient engagés. Les projets engagés, au 1er janvier 2017, Tiers d'Or et Montagne les a poursuivis, il les a fait aboutir. Donc là, l'idée, c'est de dire, bon, pourquoi on s'arrêterait là? Pourquoi demain, si une commune vient nous demander quelque chose, on dirait, ah ben non, mais là, vous n'étiez pas dans la liste au 1er janvier 2017, c'est trop tard. C'est un sujet quand même qui nous demande un peu de temps de réflexion. D'accord. Donc il y a une réflexion en cours. Qui va démarrer à partir de maintenant, si vous en êtes d'accord. Voilà, c'est la question que je me posais. Pourquoi ces communes? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas d'autres? Voilà. Ben, c'est justement pour éviter qu'on sache bientôt, avec le temps qui passe, plus répondre à ce genre de questions, qu'il faut se donner des règles un peu claires. D'accord. Voilà. Donc je remets au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Nous avons ensuite l'agence d'ingénierie territoriale, l'agence départementale d'ingénierie territoriale, proposée donc par le département du Puy-de-Dôme, dans une logique donc de solidarité et d'aménagement du territoire. Donc là, nous avons donc une proposition
d'adhésion pour les services liés à la protection des données. Ça concerne toutes les communes, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de communes qui ont déjà rejoint ce service, à ma connaissance. Donc, on n'a pas, je dirais, sans doute les ressources nécessaires, et on n'a pas vocation non plus à les avoir sur un sujet aussi technique, aussi juridique. Et effectivement, la bonne maille, le bon ressort de mutualisation nous a semblé être le département. Et la proposition qui vous est faite, donc fort logiquement, c'est d'adhérer à cette agence pour 3 000 euros par an, c'est-à-dire 20 centimes d'euros par habitant, plafonné à 3 000 euros. Questions? Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie. Nous avons justement à désigner un ou une représentant pour aller donc siéger, enfin nous représenter. Pardon, je dis une bêtise. On a besoin de désigner cette agence pour être délégué à la protection des données pour la commune Tiers d'Or et Montagne. Oui, on en a fait un rapport spécial au départ, c'était tout dans le même. Bien. Et donc d'avoir un délégué à la protection des données, un DPD, mutualisable avec cette agence départementale. Voilà, peut-être une précision, Christophe? Non? Voilà. Et donc avec une cotisation annuelle dont le montant est sur la délibération, puisqu'on est supérieur à 20 000 euros, à savoir 4 375 euros pour cette prestation spécifique et complémentaire de la précédente. Voilà, des questions? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Nous avons alors des délégués à désigner, vous pourriez me dire, mais c'est déjà fait. Sauf qu'on a quelques établissements scolaires pour lesquels on n'a désigné que des titulaires. Or, ils attendent de nous aussi des suppléants. Voilà. Alors, ça concerne des établissements thiernois et le collège de Puy-Guillaume. Donc, sur les établissements thiernois, je parle sous le contrôle de Monsieur le maire, nous avons déjà des délégués titulaires, donc il ne faudrait pas les redésigner comme suppléants. Qu'est-ce qu'il pourrait être fait comme proposition pour les délégués suppléants? Martine Munoz. Alors Martine Munoz, qui serait d'accord. Claude Gouillon-Chenot pour le lycée Jean Zay et Martine Munoz pour les autres. Pour des suppléants. Hein. Des suppléants, ceux. Y a-t-il d'autres candidatures? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et pour le collège de Puy-Guillaume, le collège Condorcet, nous pourrions proposer, s'ils en sont d'accord, à Alexandra Virlogeux. Là, on n'a désigné personne à Puy-Guillaume, donc il faut désigner titulaire et suppléant. Donc Alexandra Virlogeux, titulaire, et Bernard Vigneault, suppléant. Voilà, il est d'accord pour y aller tout le temps. Donc si... Bien, pour ce binôme de qualité, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Voilà pour ce point. Ensuite, nous avons à désigner une ou un représentant pour la commission consultative mixte paritaire de transition énergétique pour la croissance verte du SIEG, syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme, auquel nous sommes évidemment adhérents. Voilà. Alors sur la transition énergétique, j'ai tendance à penser à Rachel Bournier, mais je ne voudrais pas le faire sans son accord, ou sans le vote surtout. On peut considérer que le Conseil communautaire est d'accord. Y a-t-il d'autres candidatures? Des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, nous avons un certain nombre de rapports liés aux finances. Et donc, c'est Olivier Chambon, vice-président en charge des finances, qui va vous les présenter et les faire voter, s'il veut bien.
Merci, Monsieur le Président. Le premier rapport est une autorisation d'exécution des budgets d'investissement avant leur vote, puisque nous allons voter ces budgets, mis à part l'établissement public administratif centre social. Pour les autres budgets, ils seront votés en mars. Le planning étant fixé, le Code général des collectivités territoriales nous permet d'assurer la continuité du service public dans la limite de 2020 sur le fonctionnement et dans la limite d'un quart sur l'investissement. Ce qui vous est proposé, c'est pour cet investissement et les crédits d'investissement de début 2021 qui peuvent être concernés, notamment sur le budget principal. C'est notamment la fin de l'aménagement du siège de Thiers d'Or et Montagne, également le début de l'aménagement de l'espace France Service et bien sûr l'acquisition de biens d'équipements divers. Sur les déchets ménagers, c'est le début du projet de réhabilitation de la déchetterie de Saint-Rémy et notamment l'achat de bacs. Pour les autres budgets, des subventions d'équipement et principalement des subventions pour les programmes d'intérêt général et également pour la politique de la ville. Par rapport à une délibération classique de fin d'année, est-ce que vous avez des questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci. Une modification dans l'autorisation de programme et crédit de paiement dans le cadre du projet de piscine communautaire. Par rapport à l'autorisation de programme initiale et les difficultés qu'on a pu avoir sur la première consultation, puis la concrétisation de la deuxième consultation et les modifications des prix qu'on a pu avoir dans cette consultation, aussi bien pour l'offre d'investissement que pour l'enveloppe de la partie maintenance. Notre autorisation de programme est modifiée dans ces phases travaux par rapport aux échéances annuelles. Vous avez le tableau 2018, 2019, 2020 jusqu'à 2023. Donc voilà, on recadre les choses par rapport au planning et par rapport à la deuxième consultation sur ce programme de piscine communautaire. Est-ce que vous avez des questions? Des abstentions? Des oppositions? Une abstention. Merci. Modification de la PCP, le même process pour le barrage d'Aubusson où on a pris un petit peu de retard par rapport à la crise sanitaire. Et donc voilà, recalage également du planning sur des années 2018 à 2022 sur un projet donc, qui devrait aboutir en 2022 sur l'addition des sommes que vous avez sur le tableau. Des questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci à vous. Je vous propose de délibérer sur les attributions de compensation suite aux travaux de la commission locale de charges transférées, dite CLECT, qui s'est réunie fin novembre. Donc par rapport à ça, des évolutions sur les montants des attributions de compensation de certaines communes. Pour les communes du côté de Puy-Guillaume, il s'agit de montants à diminuer dans le cadre des attributions de compensation qui correspondent à la mise à plat du SIAD de Puy-Guillaume, où toutes les communes étaient d'accord pour abonder. Et donc, ça sera des montants à diminuer. Et aussi une petite évolution dans des montants à diminuer sur les communes de Puy-Guillaume, Dora et Celles-sur-Dirol, qui ont abondé au fonds régional d'urgence de la région, des sommes qui ont été avancées par l'intercommunalité et donc qui doivent être remboursées par ces trois communes. Sur la page suivante, vous avez donc les attributions de compensation 2020 qui seront versées par Thiers, d'Or et Montagne à chaque commune et les attributions de compensation qui seront à percevoir pour certaines autres communes par Thiers, d'Or et Montagne. Et enfin, le dernier tableau, c'est les attributions de compensation en investissement sur l'ancien pays de Courpierre et sur la politique de la ville de Thiers. Donc voilà, des choses très arithmétiques, mais à modifier surtout sur ces deux points qui sont le SIAD de Puy-Guillaume et le fonds régional d'urgence pour les communes. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, ça marche pas, Christiane.
C'est bon. Oui. Est-ce qu'on peut séparer les votes? Bien sûr. Tu D'accord. veux que je sépare les Chaque- 2 points, d'approuver les attributions de compensation et d'autoriser leur versement? Séparer la 12 de la 13 déjà, et la 13, séparer le vote sur chaque tableau. Oui, pardon. s'il te plaît. Non, mais c'est de ma faute en plus. J'aurais dû faire. Je pensais, je suis allé trop vite et je pensais que c'était la même. Bien évidemment, pardon. Pour la première, donc pour évaluer ces attributions de compensation à diminuer pour les communes autour de Châteldon et pour les 3 communes sur l'abondement du fonds régional. Des questions? Eric? Oui, est-ce qu'on peut avoir une explication sur ce fonds régional d'urgence? Le fonds régional d'urgence, la région avait sollicité à la fois l'intercommunalité et les communes qui souhaitaient abonder à ce fonds régional à hauteur de 2 € par habitant sur la partie tourisme et à 2 € par habitant sur la partie industrie et commerce. Elles pouvaient le faire, donc il y a 3 communes qui ont décidé de le faire, en l'occurrence Puy-Guillaume, Dora et Celles-sur-Durolle. C'est la communauté de communes qui a versé les 4 € pour le compte de l'intercommunalité, plus les X € pour les 3 communes. Donc pour régulariser ce process, il est demandé aux 3 communes de rembourser l'intercommunalité et pour ce faire, de diminuer leur attribution de compensation. C'est les fameux 162 Oui, c'est ça. € qui ont été versés, d'accord. C'est ça. Mais, alors, mais Thiers aussi a passé une convention avec le conseil régional. Parce que... Oui, mais on dirait. Alors, Thiers l'a fait directement, sans passer par la communauté de communes. Précisons que cette diminution pour les 3 communes ça ne s'applique que pour 1 an. Oui, me voilà rassuré. Tandis que les communes de l'ancien SIAD depuis Guillaume, c'est une réduction d'attribution de compensation permanente. Voilà. Non, mais c'est mieux de le dire. Des abstentions? Des oppositions? Merci. Pour la fixation des attributions pour 2020, des AC et des ACI, des abstentions? Mais là, nous, on a des abstentions parce qu'on demande une revoyure sur certains montants, et donc c'est pour marquer notre désaccord sur les précédentes collectes. Donc ça fait référence à ce qui s'est passé dans la période précédente. D'accord. C'est une position de principe, voilà. Combien? Vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4 5 Et 6 pour Cathy. 6. Ok. Des oppositions? Merci. L'étalement des charges Covid pour le budget. Alors là, si vous me le permettez, c'est la même chose, le 14 et le 15. C'est des étalements de charges, des charges imputables à la crise sanitaire, à la fois sur le budget principal et à la fois sur le budget déchets ménagers. On a la possibilité de les étaler sur 5 ans, ce qui amortit un petit peu le choc. Donc on vous propose de nous autoriser, d'autoriser la collectivité, l'étalement sur 5 ans des charges liées pour le budget principal et pour le budget déchets ménagers par rapport à la crise sanitaire, ce qui représente une somme à étaler 76 000 € epsilon pour le budget général et d'un peu plus de 34 000 € pour le budget déchets ménagers. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Les rapports 16, 17, 18, 19, et je m'en arrêterai là, correspondent à des décisions modificatives pour le budget des zones d'activité de Laga, du Champ du Bail, de Matussière et de la zone de Racine. Pardon, j'enlève la 19. Pour 16, 17, 18. Elles correspondent simplement à des volumes de régularisation par rapport aux ventes prévues et aux actes notariés qui ont pu se passer cette année. Donc des ajustements de stock tout simplement sur ces zones d'activité. Donc rien de très passionnant, mais juste pour mettre à jour le stock initial et le stock final et pour repartir sur ces budgets toujours un petit peu compliqués de stock des zones d'activité avec des terrains qui peuvent être vendus mais qui, des fois, auront pris un peu de temps sur ces dernières semaines pour passer chez le notaire et
où la trésorerie de l'intercommunalité n'a pas pu être abondée. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. La décision modificative 19 sur la zone de Racine, c'est pas du tout ça. Alors là, on est vraiment en France, là. On est vraiment dans les choses surréalistes. Nous avons le droit de mettre un certain pourcentage, ça doit être 7,5%, en dépenses imprévues du budget N-1. Bien, nous nous sommes trompés, nous avons mis 50 € de plus que les 7,5%. Et pour finir l'année de manière correcte, les services de la trésorerie nous demandent une décision modificative pour enlever 50 € en dépenses imprévues et les mettre à autre charge exceptionnelle. Le coût de la manipulation administrative est supérieur à 50 €. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, donc des questions? Non, des oppositions? Des abstentions? Merci. Rapport numéro 20 sur la labellisation du territoire vélo par la Fédération française de cyclotourisme. Vous avez tout dans le rapport. C'est un beau label. C'est une belle convention pour notre territoire escarpé. Une convention de 3 ans qui va durer jusqu'à fin décembre 2023. Donc vous avez tous les éléments et il vous est demandé d'approuver la convention, d'autoriser le président à la signer, d'inscrire le montant de la cotisation au budget 2021 et d'autoriser le président à signer tout document. Des questions par rapport à ça? Eric? Oui, c'est un très beau label. C'est très bien de développer le VTT ici, d'autant plus que la neige se fait rare. Ça permettra d'occuper des espaces. Mais pourquoi vous nous demandez de voter, puisque vous avez déjà communiqué que c'était déjà décidé? Il y a C'est la communication, je ne l'ai pas lu l'article, mais la communication, ça veut dire que le label est attribué. Ouais. Ça ne dit pas autre chose. Enfin, ça ne pourrait pas dire autre chose, parce qu'effectivement, tant que le Conseil n'a pas voté... et puis là, Eric, on parle bien d'un engagement pour être... comment dire participant à ce label et à la cotisation annuelle à partir de 2021. Non, mais certes, je critique pas sur le fond. C'est pas moi qui écris les articles de presse. Hein. Simplement, on est un petit... Ben oui, mais enfin, on pourrait peut-être attendre, avant de communiquer à la presse, que le Conseil communautaire l'ait adopté. C'est une question de forme à laquelle on peut être sensible. Bien sûr. On se sent parfois, peut-être qu'on est parano, mais un peu une chambre d'enregistrement. Il ne faut pas renforcer ce sentiment. Nous y veillerons. Merci. D'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Point 21. Autorisation de versement d'avance sur subvention à l'établissement public administratif du centre social. Donc, il y a eu une présentation du centre social il y a quelques temps. C'est un nouveau budget qui va poindre à la fin de l'année pour l'année 2021. Un budget important. Qui va pouvoir être alloué à des activités de vie sociale sur notre territoire, sur un pan important sur notre mandat entier. Pour pouvoir se faire, n'ayant pas eu de budget en 2020 et pour pouvoir mener des actions dès le début de l'année sur un budget donc du centre social où nous allons avoir une subvention d'équilibre du budget principal normalement de 410 000 €. Je vous propose de verser 50% de cette somme dès le début de l'année 2021 pour pouvoir payer des salaires des intervenants et pour que ce budget social soit effectif. Donc de lui avancer la somme de 205 000 € sur la subvention prévisionnelle de 410 000. Des questions? Oui. Oui, monsieur le vice-président, j'ai une question. Est-ce que le fait de ne pas avoir de budget, une dotation globale pour ce projet, ne peut pas être entaché d'irrégularité? Non, puisque quand on n'a pas de budget, on ne peut pas prendre la délibération qu'on a prise tout à l'heure par rapport à une année N-1. Quand on crée un budget comme on va le créer là, on est tout à fait dans la légalité de pouvoir abonder sur un budget de fonctionnement une somme donc là on prend la moitié, on aurait pu prendre plus, qui sera affectée
dans une subvention d'équilibre prévue dans le budget 2021. C'est la question un peu, j'essaie de comprendre. D'accord, si merci. c'est bien ça, Mohamed. Oui. C'est la question un peu de la poule et de l'œuf, quoi. Mmh. Donc, qu'à un moment, si on veut que l'établissement démarre, il faut lui verser de quoi fonctionner au moins le premier jour. Et si on n'a pas l'établissement créé, avec un peu d'argent, il ne peut pas fonctionner. Donc là, on est bien sur une décision qui prendra effet avec l'exercice de l'établissement public 2021. Et c'est, Monsieur le Président, la suite logique de la délibération numéro 9 qui nous permet d'affecter des crédits de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits sur la section de fonctionnement du budget 2020. Sur le budget 2020, nous avons inscrit quelques millions d'euros en fonctionnement qui nous permettent de verser 205 000 euros à ce nouveau budget. Des oppositions? Des abstentions? Merci. Retraite, délibération. Nous avions délibéré pour une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties concernant la centrale hydroélectrique d'Aubusson. Eh bien, nous n'avons pas le droit de faire... que pour un ouvrage. Que pour un ouvrage. Ça nous arrangeait bien. Eh bien, nous vous proposons... Alors on parle, pardon Olivier, on parle de quelques centaines d'euros, hein. Peut-être même pas plus de 100 euros. C'était le symbole de dire on est sur un équipement vertueux et donc on retire, on l'exonère. Mais c'est le principe d'égalité devant l'impôt. C'est ou tout le monde ou personne. Et là, le risque, c'est que des gros contributeurs comme le barrage de Sauvia, appartenant à EDF, échappent à l'impôt. Ce serait quand même dommage. Ce serait dommage. Des oppositions? Des abstentions? Merci. L'adhésion à un groupement de commandes. Le futur espace France Service et Fabrique de Territoire sur Courpierre va se trouver dans un bâtiment qui fait l'objet de travaux par la commune de Courpierre, de bibliothèque municipale et la salle d'animation. La Comcom a choisi la même maîtrise d'œuvre pour gérer le local espace France Service. L'intelligence voudrait qu'on constitue un groupement de commandes et que les travaux ne se fassent pas en 2 blocs, voire 3 blocs, mais en un seul bloc intelligent pour que ce soit les mêmes entreprises qui se coordonnent sur ces chantiers, malgré 2 maîtrises d'ouvrage. Vous avez en annexe une proposition de convention de groupement. Le coordonnateur de ce groupement serait la ville de Courpierre. Je suivrai de près également le coordonnateur dans tout ça, en tant que VPO Finance. Donc je vous propose de constituer ce groupement de commandes et d'approuver la convention constitutive de ce fameux groupement. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci, Monsieur le Président. Merci Olivier, merci à vous, chers collègues. Alors, Philippe Blanchose va, en vertu de sa délégation, nous présenter le rapport 24 sur le tableau des emplois qu'il convient de toiletter, de mettre à jour, sans que ça ait de conséquences budgétaires. Je le précise en préambule. Mais sur une collectivité de cette taille, il est fréquemment nécessaire d'adapter le tableau des emplois. Voilà, Philippe. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, nous avons une modification du tableau des emplois que vous avez en annexe. Donc une première chose concernant le centre social, avec la nécessité de créer un emploi permanent. Emploi permanent pour le 1er janvier 2021 sur un grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet. Il y a également au niveau du service entretien des bâtiments, donc puisque nous sommes partis d'un constat avec un taux d'heures complémentaires qui était importante et également un déséquilibre dans l'affectation des personnels. Donc tout ceci nous a amené à modifier les quotités de travail que vous avez sur les différents documents,
Et il vous est proposé d'approuver, concernant le centre social, la création donc de l'emploi au grade d'adjoint d'animation principale deuxième classe à temps complet au 1er janvier, et d'approuver concernant les services éducation et entretien les créations, suppressions et transformations suivantes. Donc je ne vais peut-être pas toutes les lire, mais vous les avez dans le document. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Donc on peut passer au vote à ce moment-là s'il y a des avis contraires, des abstentions. Donc je vous remercie. Merci, chers collègues. Ensuite, les rapports suivants, je vous propose de les présenter de manière groupée, même si on pourrait imaginer, si vous le souhaitez, des votes séparés. Nous avons, j'aurais posé le principe général de la coopération intercommunale qui invite à coopérer, qui invite à évaluer si des compétences, sont mieux placées au niveau communal ou au niveau communautaire. Ça, c'est les travaux qui sont faits en commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a ce que l'on peut mutualiser, mettre en commun entre la communauté et une ou plusieurs communes, selon des géométries différentes en fonction de l'intérêt que chacun y trouve. Alors, sur ces 3 rapports, je voulais aussi apporter en précision que on est sur quelque part une autorisation générale que le Conseil communautaire nous donnerait en tant qu'exécutif, et cela nécessitera bien évidemment au bout de chaque exercice budgétaire, une fois les années écoulées, qu'on puisse tenir une forme d'état des lieux, de bilan, et que, le cas échéant, on regarde si, entre la communauté et là où les communes, là c'est avec la commune de Thiers, mais c'est une vérité générale que je voudrais qu'on retienne, eh bien, s'il y a eu un déséquilibre entre le temps de travail des uns et des autres et l'employeur des uns et des autres, puisque là on parle de personnel, bien sûr, eh bien, on ajusterait les conventions et les flux financiers qui en découlent l'année N+1. Voilà, je tiens vraiment à apporter cette précision qui me semble importante. Donc, sur l'affaire 25, il s'agit de mettre en commun des moyens en matière de communication. J'ajoute que l'idée, à terme, serait que la communauté puisse proposer ses services, les services de ce service communication à toutes les communes de Thiers d'Or et Montagne, selon là encore des modalités qu'il conviendra d'écrire. Bon, on n'en est pas encore là tout de suite, on va commencer à travailler ensemble si vous l'autorisez. Je crois, monsieur le maire, que le conseil municipal de Thiers l'a autorisé de son côté pour les 3 services. Donc, la proposition qui vous est faite, donc, c'est de créer une mutualisation au niveau d'un service commun de communication afin de répondre donc aux demandes des 2 collectivités et donc des communes qui pourraient en faire la demande. Voilà. Ensuite, le rapport 26, c'est un petit peu la même logique avec un service commun archives qui permet là aussi de mutualiser des moyens, de recourir à des compétences dans une logique de recours à l'ingénierie publique. Là aussi, on pourrait faire d'autres choix, mais là encore, il nous semble important de faire confiance aux fonctionnaires territoriaux qui sont dans nos effectifs. Donc là, vous avez évidemment un service qui pourrait à terme être ouvert aux communes. Les maires savent à quel point pèse sur leurs épaules une responsabilité particulière en matière de tenue et de conservation des archives. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une responsabilité pénale. Donc le maire s'engage à conserver les archives dans de bonnes conditions pendant la durée du mandat. Il signe avec son prédécesseur un PV de récolement des archives et la même chose avec son successeur. Donc il s'agit d'une mission régalienne que l'État transfère au maire en tant qu'agent de l'État, dans sa compétence d'agent de l'État. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on pourrait approuver ces 3 délibérations en même temps,
sauf si quelqu'un demande qu'il en soit autrement. Je précise évidemment que les agents concernés ont été associés au projet et qu'ils sont évidemment d'accord pour y participer. Oui, Christiane ? Oui, moi, je suis d'accord pour qu'on groupe 25, 26, 27, parce que ce sont les mêmes problèmes. Hein. Et les mêmes solutions. Voilà, cette position sur les services communs. Par contre, moi, je trouverais juste par rapport à ce que tu as précisé, suite à la discussion qu'on a eue en bureau communautaire, qu'on rajoute dans les délibérations toutes que cette mutualisation nécessitera, au bout de chaque exercice budgétaire, d'examiner le déséquilibre éventuel des temps de travail et l'ajustement des flux financiers qui en découlent. Tout à fait, c'est ce que j'ai résumé et que je propose effectivement, Christiane, d'inscrire dans les 3 projets de délibération. Mohamed ? Oui, simplement rajouter dans le procès verbal, parce que sur la délibération, non seulement tiers, mais les communes qui pourraient éventuellement être intéressées. Alors c'est écrit, hein. C'est écrit, alors peut-être quand je vois, regardez le point 25, tiers, ville de tiers, et des communes qui en feront ultérieurement la demande. Ah oui, effectivement, pardon, autant pour moi. Je vous en prie. D'autres remarques ? Avis contraire ? Abstention ? Je vous remercie. Nous avons ensuite des rapports qui concernent l'économie. Je vais donc donner la parole à Stéphane Rodier, vice-président en charge de ces questions. Alors, j'ai un rapport sur l'économie. Il s'agit d'une vente d'un terrain à l'entreprise de Mirji sur la zone de Matussière. Un terrain de 2580 mètres carrés environ qui se trouve en dernière partie de Rideau pour un prix de 25 € du mètre carré. Il s'agit d'un grossiste en produits alimentaires qui se retrouverait sur cette dernière partie de Rideau. Y a-t-il sur ce point des questions ? Oui, je vois façadier là. On avait déjà accepté un façadier qui venait de Courpierre. C'est la même chose ? C'est autre chose ? Entre un grossiste alimentaire et un façadier, il y a des différences. Assez sensible. Ouais. Mais pourquoi on parle en vue du développement d'une activité de façadier ? On parle, alors, sur les deuxièmes parties de Rideau, on est sur des activités artisanales. Donc, c'en est une qui est appelée aussi à créer des emplois sur le territoire de Thiers-d'en-Montagne. Le façadier ? Je ne parle pas du façadier, là je parle de l'entreprise de Mirji. Oui, mais ça, c'est une erreur alors. Il y a une erreur dans le rapport. Oui, non, c'est pas un façadier, bon. hein, c'est un grossiste en produits alimentaires. Bon, je voulais simplement rappeler. Le façadier, on a voté lors de la dernière. C'est ce que je disais, oui. J'avais pas compris la question. 2 façadiers, 3 façadiers, allons-y, mais ça va pas être très sexy. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus flatteur en façade, hein, enfin bon. Je voulais quand même rappeler à cette occasion ma demande, mais je le referai par question orale conforme et dans les délais du règlement intérieur, mais vraiment d'un groupe de travail pour réfléchir à d'abord une politique peut-être sélective par rapport à cette zone, son paysagement, puisque j'ai bien reçu, Monsieur le Président, l'étude paysagère que vous aviez citée la dernière fois, mais cette étude ne crée aucune obligation. Voilà, on a le droit de planter des haies si on veut, mais c'est pas obligatoire. Toujours pas d'arbres le long. Bon, on a une belle étude, une réflexion qui n'est pas tout à fait terminée, Thiers 2030. Je crains qu'en 2030, à ce train, on n'ait rien planté du tout. Bon, c'est quand même le plus simple. Hein. Et enfin, 3e sujet pour ce groupe de travail, cette politique des friches qu'il faut absolument mettre en œuvre. Il y a d'autres projets encore, mais Monsieur le maire le sait mieux que moi, de déménagement d'entreprises à Thiers. Je sais pas, on fait un trou ailleurs. Il ne s'agit pas d'entraver, encore une fois, le développement des entreprises, mais vraiment de réfléchir à la façon dont on recycle les friches au moment de la transaction. C'est le bon moment pour le faire. Voilà. Est-ce que ce groupe de travail qui serait évidemment communautaire, d'abord c'est la compétence de la communauté, même si là on est à Thiers, mais je pense que le sujet concerne beaucoup d'autres communes, notamment celles qui abritent industrie et commerce dans la communauté. Voilà. Je pense que c'est sincèrement très important
Et que c'est pas seulement une préoccupation environnementale, esthétique, etc. C'est aussi une préoccupation d'attractivité. Hein. C'est-à-dire que une entreprise du luxe, là, comme celle qui avait racheté Cotte à Hermès, qui avait acheté à Lezou, hein, elle serait certainement pas venue ici. Enfin, l'attractivité d'une zone, c'est important. Elle est déjà pas très facilement accessible, c'est un autre sujet, mais au moins qu'elle soit agréable. Et je le rappelle, les arbres, ça pousse moins vite que les idées et les études. Donc, il est temps de les faire. Je ne me mets pas en cause je sais bien que ça aurait dû être fait dès le départ. C'est le cas de zones comme Racine, comme Lezou, hein, où on a imposé, dès le départ, on a conçu la zone arborée. Bon. Là, c'était pas le cas parce que c'est une autre époque. L'époque, on considérait qu'une zone d'activité, bon, on s'en fichait un peu. Bon, mais aujourd'hui, ça serait impardonnable. Il y a vraiment une réflexion à avoir. D'abord pour les nouveaux qui s'installent, parce que là, on va en avoir, tant mieux d'ailleurs, qui arrivent. Moi, je m'en réjouis. Mais enfin, on continue à grignoter la zone sans l'organiser, donc alors que c'est plus facile au moment de l'achat. Hein. On peut fixer quand même des contraintes au moment de l'achat. Et puis la question du rattrapage pour ceux qui sont déjà là. Je pense que s'il y a une vraie volonté politique, on doit quand même arriver à quelque chose. Alors, au lieu d'un groupe de travail, il y a une commission. Je pense qu'elle devrait se réunir assez rapidement maintenant. On attendait que l'ensemble des conseils municipaux ou les conseillers municipaux puissent répondre aux demandes formulées par Tiers d'Or Montagne pour participer au sein de ces commissions communautaires. Très clairement, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la non-artificialisation des sols. C'est un sujet en soi qui dépasse très largement d'ailleurs le cadre de cette zone d'activité. Et il y a l'utilisation des friches qui pourrait être quelque chose marqué dans l'avenir. En tout cas, pour ce qui concerne le commerce, il est très clair que sur la ville de Thiers, la zone de Mathussière sera la dernière zone véritablement d'artificialisation des sols en faveur du commerce. Le reste, ce sera forcément sur on va dire des zones qui sont déjà utilisées. Et effectivement, c'est un sujet qui nous inquiète, nous préoccupe l'ensemble de l'exécutif et tout particulièrement Rachel Bournier, qui est aujourd'hui absente, mais qui m'interpelle assez souvent sur ce genre de problème et avec qui nous avons des discussions avancées pour essayer justement, on parlait de commission, d'avoir une commission conjointe sur certains sujets entre d'un côté l'économie et la transition écologique qui, d'une certaine manière, est appelée à coopérer au mieux pour l'ensemble de ce territoire. Sur cette vente de terrain, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, après, on change de rubrique, mais on ne change pas de rapporteur. C'est exactement ceci. Alors, il s'agit de thématiques liées à la politique de la ville. Le point 29, en fait, c'est la fin d'une mise à disposition du service de renouvellement urbain et cadre de vie entre la communauté de communes de Tiers d'Or Montagne et la ville de Thiers. Comme vous le savez, la politique de la ville est une compétence maintenant de Tiers d'Or Montagne et il y a eu une délibération qui a été prise en avril 2019 à titre transitoire permettant une mise à disposition du service renouvellement urbain. D'un point de vue commun, nous souhaitons, Ville de Thiers et au moins le président de Tiers d'Or Montagne jusqu'à maintenant, et je l'espère l'ensemble du Conseil dans quelques minutes, mettre fin à cette mise à disposition et qu'on cesse avec cette usine à gaz qui était difficilement lisible par les services, avec un rapport hiérarchique très compliqué, et qu'au moins on soit au clair par rapport à qui commande quoi et comment. Y a-t-il... Oui, Monsieur Beaucourt. Oui,
Sur le principe, bon, je ne vais pas revenir sur ce que je pense de ce transfert de compétences, mais il faut en tirer les conséquences, c'est évident, mais j'ai pas bien compris comment ça se traduit. Le service renouvellement urbain, c'est le service qui se trouve rue de Barante. C'est grosso modo le service politique de la ville. Alors, une partie importante de ce service en tout cas, qui pour 2 ETP était mise à disposition par par la communauté de communes à la ville de Thiers pour tous les programmes qui étaient déjà en cours. Et alors là, qu'est-ce qui change là? On met fin à cette mise à disposition? En fait, ce qui change, c'est les dispositions d'un point de vue hiérarchique. Très clairement, ils seront maintenant sur les ordres du directeur général administratif chargé de ce pôle, qui se trouve être aussi par ailleurs coordinateur de la direction générale de Thiers, mais au moins il y a une logique en termes de compétences, c'est-à-dire que la compétence étant à l'heure actuelle de Thiers-d'Or-Montagne, il est logique que la hiérarchie administrative soit pleine et entière là-dessus. D'accord. Donc c'est M. Dupin qui est à la fois DGA et... On cesse la mise à disposition. Oui. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on a une partie du service qui est sous la direction d'une direction générale administrative de TDM et une autre partie qui est sous la direction, d'ailleurs une absence de direction de la ville de Thiers. Et la situation nouvelle, c'est qui est le supérieur hiérarchique de... Alors, à l'heure actuelle, on est en train un peu de biaiser. On utilise la direction générale administrative de la communauté de communes parce qu'on a repris les choses en main. Mais auparavant, très clairement, c'était une direction qui dépendait directement du directeur général des services de la ville de Thiers. Bon... je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, mais j'ai pas tout compris. Bon, voilà. S'énonce clairement. C'était une usine à gaz, donc je comprends que ça ne soit pas très lisible. Et en fait, ce que l'on veut faire, c'est mettre fin à cette usine à gaz. C'est Madame Goraguer là qui est responsable de ce service. Alors, renouvellement urbain. Qui l'a été. Elle n'est plus. Bon. Mais enfin, qui est le chef de service et qui devient son chef de service? Voilà, c'est tout. Dans la nouvelle organisation. Maleka Fournier, qui est chef de service, qui se trouve à côté de Marie-Jo Bardet. Juste en dessous du panneau sortie obligatoire, mais elle va bien rester pendant le temps de la réunion. Et son nouveau chef de service est Ludovic Dupin, qui est au milieu de la tribune. Au titre de ses 20% de DGA de TDM. Voilà. Ah, c'est subtil. C'est bien. OK. On sort de l'usine à gaz pour aller vers la subtilité. Merci du compliment. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, point suivant, il s'agit de la prorogation d'une convention d'abattement de la taxe foncière sur le foncier bâti vis-à-vis d'Office, un des bailleurs sociaux historiques du territoire avec Auvergne Habitat. En échange, il y a un programme d'action qui est mis en place par Office. Tout particulièrement dans la dernière année, il y a eu un budget participatif avec les HLM qui sont sur les molles ciseaux. On a eu un certain nombre aussi de mises en place de petites participations financières pour des aménagements au sein de cet espace des molles ciseaux. Dans les temps qui viennent, il est prévu de poursuivre avec ce budget participatif et aussi d'étendre le programme aussi bien sur les molles ciseaux que sur les Bérangers et sur un certain nombre d'HLM qui sont de petite taille dans le centre-ville de Thiers. Et très clairement, c'est aussi un moyen pour nous d'exiger la rénovation, la poussée des ciseaux qui est en très mauvais état, en mauvais état par rapport aux molles et qui mérite une énergie décuplée pour que et un peu d'argent. Et puis c'est surtout que il y a un travail qui a été présenté par Office, en présence d'ailleurs de Monsieur le sous-préfet, avec 3 scénarios de rénovation des ciseaux d'ici 2 ans.
Je fais voter. Oui. Y a-t-il des interrogations sur ce point? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant sur l'habitat concerne une convention d'utilité sociale Auvergne Habitat. En fait, il s'agit pour la communauté de communes d'être un membre associé. La convention d'utilité sociale est une explication de l'ensemble des choix stratégiques des bailleurs sociaux, en l'occurrence d'Auvergne Habitat. Et donc, il est proposé que la communauté de communes soit signataire de la convention d'utilité sociale et ainsi puisse participer à son niveau au sein de cette convention. Il y a une autre convention avec Office, hein, mais on l'a déjà voté lors d'un précédent conseil communautaire. Y a-t-il des interrogations sur ce sujet? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant devait être présenté par Rachel Bournier, et dans la logique que je vous ai indiquée juste avant, elle m'a demandé de défendre le dossier pour elle. Alors juste, si tu permets, comme tout le monde a lu les rapports avec une grande attention, vous aurez repéré que nous n'avons pas de pouvoir divinatoire et que la loi qui est citée, la loi de transition énergétique, est bien du 17 août 2015 et non pas du 17 août 2025. Voilà, monsieur le vice-président, je vous donne la parole. Et qui sait si nous n'avons pas des pouvoirs divinatoires? En fait, il s'agit, la loi prévoit justement des services publics de la performance énergétique de l'habitat. C'est un sujet qui est repéré depuis longtemps comme étant un besoin de ce territoire. Très clairement, il s'agit d'une délégation d'une compétence qui appartient à l'heure actuelle à la région, au département en dehors de la métropole de Clermont. Il y aurait une animation qui serait portée conjointement par deux EPCI, donc Entre-d'Or et Allier et Thiers-d'Or-Montagne. Cette animation serait prise en charge à 50% par Thiers-d'Or-Montagne et il y aurait des subventions aux particuliers qui, pour des réalisations de travaux de rénovation, pour qu'on se comprenne bien, ceux qui pourront bénéficier de l'ensemble de ces aides sont ceux qui sont hors PIG et hors OPAERU, c'est-à-dire ceux qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle d'aide pour ces programmes vers la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on s'éloigne un peu d'une vision sociale pour aller vers une vision purement environnementale et ça permettra aussi de répondre aux exigences du PCAET, qui est une rénovation d'un parc d'habitat qui est très ancien puisqu'il date du moment où nous sommes nés, mon cher Tony, en grande partie. Ah, c'est pas de la divination, là. C'est de l'archéologie. Bien. Alors, il y a simplement vous dire qu'il y a une participation financière à hauteur de 10 275 € par an pour l'animation. Voilà, merci Stéphane d'avoir suppléé notre collègue Rachel. Je te propose de faire voter. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie et je repasse la parole au président. Qui te remercie et qui va la transmettre tout de suite à notre collègue Bernard Vigneault, qui va nous présenter des rapports d'un grand intérêt, bien sûr. Bien toujours. Je propose éventuellement, mon cher Bernard, que tu puisses peut-être grouper ces rapports. Non, ça va être difficile de les non, grouper, mais je peux aller vite. Pour moi. C'était surtout sur les procès-verbaux de transfert. Mais ils sont déjà groupés dans sous le même point d'ordre du jour. Donc, si tu veux bien nous présenter cette convention tout à fait. Avec la ville de Thiers. Alors, au rapport 33, je vous rappelle que le Conseil communautaire du 27 juin 2019 avait approuvé la convention cadre de mise à disposition des services techniques entre les communes et TDM. La convention qui est présentée en annexe 15 et que vous avez sans doute appris par cœur a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise à disposition des services communaux à la communauté de communes.
Le détail des missions sera précisé par une fiche sectorielle annuelle qui comportera toutes les informations complémentaires nécessaires à l'exécution de cette convention. Et il vous est proposé d'approuver les termes de cette convention entre TDM et la ville de Thiers. Donc, je vous demande de l'approuver. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions non plus? Merci. Eh bien, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Il en est ainsi décidé. Rapport numéro 34. Il s'agit de la désaffectation et déclassement du domaine public intercommunal de la parcelle BL 727 à Courpierre. Cette parcelle était l'ancien siège de la communauté de communes du pays de Courpierre et elle est cadastrée BL 727 pour une superficie de 1689 mètres carrés. Ce terrain comporte un espace bâti qui abritait l'association AIA, une partie des services de l'Interco et une partie des services de la Maison du Tourisme, ainsi que des garages et un espace de stockage, en même temps qu'un parking et des espaces verts. Ces bâtiments sont vétustes et nécessitent soit de lourds travaux de rénovation, soit d'être démolis. Aujourd'hui, il est proposé de se séparer de cet espace parce que un acquéreur s'est présenté. Et je vous propose donc, pour céder cette parcelle, déjà de la sortir du domaine public afin de l'intégrer au domaine privé de la collectivité pour pouvoir ensuite la désaffecter et la déclasser afin de la vendre. Est-ce que quelqu'un y voit un inconvénient? S'abstient. Comme ça. Je vous remercie, il en est ainsi décidé. Ce sera accepté à l'unanimité, si vous voulez bien le noter. C'est enregistré, Monsieur le Vice-président. Avec autant d'enthousiasme, le point 35 de l'ordre du jour. Alors, le point 35 de l'ordre du jour. TDM est compétente depuis sa création au 1er janvier 2017 pour la politique enfance-petite enfance et pour gérer les ALSH et le tourisme. Dans ce cadre, des bâtiments communaux relevant de ces compétences sont mis à disposition par les communes au profit de TDM. C'est le cas de l'ALSH de Courpierre et de son office du tourisme, et de l'office de tourisme, pardon. C'est le cas à Thiers pour la halte garderie La Dorlote, l'ALSH situé dans les locaux de l'école Émile Zola, le relais d'assistance maternelle et la maison de la jeunesse Nelson Mandela. Par ailleurs, ont été détransférées de l'Interco vers les communes les compétences suivantes. Au 1er janvier 2018, aménagement et entretien d'investissement des écoles et des restaurants scolaires, gestion des parkings de surface et des gymnases. Au 1er janvier 2019, il avait été détransféré la gestion des bâtiments des agences postales et des bureaux de poste, la gestion des locaux de la gendarmerie nationale à Courpierre, la gestion de la bascule publique. À ce titre, ces équipements avaient été détransférés de TDM vers les communes. Leur gestion est donc restituée aux communes. À Augerolles, l'école, le restaurant scolaire et le parking situé Grand Rue. À Courpierre, l'école primaire et l'école maternelle, les gymnases de Béline et Charpentier, le bureau de poste de Courpierre, la caserne de gendarmerie nationale, le parking de la gare de Courpierre et la bascule publique. À Sermentizon, il s'agit de l'école de Sermentizon. À Saint-Flour-l'Étang, l'école et le restaurant scolaire. À Volorville, l'école et le restaurant scolaire. Je vous propose de signer les PV correspondants établis conjointement avec les communes concernées par l'intermédiaire d'un consultant missionné par TDM. Est-ce que vous avez des précisions à demander? Oui, non. Christiane. Nous, comme au précédent vote, on a des désaccords sur les conditions des détransferts et donc on va s'abstenir. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres abstentions? Combien d'abstentions d'ailleurs? Ça fait 6. C'est 6? Ça fait 6. 6 abstentions, d'accord. Y a-t-il des voix contre? Bien. Et je vous remercie, c'est adopté donc. Moins 6 abstentions. Merci, Monsieur le Vice-président.
Alors, nous avons maintenant 2 rapports que va nous présenter Thomas Barnerias sur les aspects SPANC, gestion de l'eau. Thomas, tu as la parole. Merci Tony. Un premier point concernant une convention de partenariat entre la collectivité et l'annexe de Noir-Étable de l'établissement public d'enseignement agricole de Roanne. La convention était déjà existante. L'idée c'est de vous proposer de la re-signer pour 3 ans et de l'étendre à tous les sites de la collectivité, puisqu'avant c'était exclusivement réservé au site d'Aubusson, et on pourrait l'élargir à tous les sites de la collectivité. Donc ça permet au lycée de venir faire des travaux d'entretien agricole, et en échange la collectivité lui fait part de connaissances techniques, peut participer à des jurys, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Tu peux faire voter, Thomas. Y a-t-il des personnes qui sont contre ? Oui, une question d'Éric Boucourt. Est-ce que ce sont des champs d'intervention qui pourraient être couverts par nos structures d'insertion par l'activité économique ? Et bon, enfin, quelle différence vous faites ? Parce que là, ils interviennent à titre gratuit. Exactement, ouais. C'est un échange de bons procédés. Eux interviennent gratuit. À titre gracieux et prennent de l'expérience, apprennent à travailler. Et nous, on leur fait part de notre expérience sur le sujet. Y a-t-il d'autres questions ? Donc des personnes qui sont contre, des abstentions. Je vous remercie. Point suivant, point numéro 37, une convention de partenariat également avec la ville de Thiers concernant les anciennes scènes sablières de Courty. Pour faire rapidement, la collectivité a racheté des parcelles sur la commune de Dora en 2018 pour compenser une zone humide qui avait été détruite lors de la construction de la zone de Matussière. Et un plan de gestion a été mis en place et qui concerne notamment une parcelle qui appartient à la ville de Thiers sur la commune de Dora. Et donc, il s'agirait de mettre une convention pour que nous puissions intervenir sur cette parcelle et à la fois que la commune de Thiers puisse mettre à disposition des moyens techniques en soutien. Et aussi pour permettre d'aller chercher des subventions, notamment à travers le contrat vert et bleu de la région. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? On passe au vote. Oui. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Bien, merci Thomas, merci chers collègues. Le point suivant concerne une convention que va nous présenter, alors convention que vous avez retrouvée en annexe 35 des documents, et c'est Pierre Rose qui va nous la présenter, monsieur le vice-président. Voilà, donc suite à la décision de la ville de Thiers de passer le rythme scolaire de 4 jours et demi à 4 jours, les enfants donc sont sur les centres de loisirs toute la journée du mercredi. La convention que l'on avait avec que la ville de Thiers avait avec la FAL et qui a été reprise, continuée par CCTDM, c'était que pour les après-midi. Donc à partir de la rentrée de septembre, et il faut le maintenir jusqu'à les vacances de juillet, on a dit au 7 juillet 2021, de façon à ce que l'on couvre cette période avec la FAL pour la journée du mercredi et les vacances scolaires. Voilà, donc de poursuivre le partenariat engagé avec la commune de Thiers pour les mercredis en période scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021, donc je crois que c'est le 7 juillet 2021, d'approuver la convention de mise à disposition du service animation éducative de la commune de Thiers à la communauté de communes Thiers, Dore et Montagne pour la Ligue de l'enseignement, soit la FAL 63 en charge de l'organisation et de l'animation de la LSH, et d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de services avec la commune de Thiers et la Ligue de l'enseignement FAL 63, et de signer tout document s'y rapportant. Merci Pierre. Tu fais voter ?
Alors oui, tout ce que je viens de dire, là, il faut le voter. Alors, il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Merci, Pierre. Ensuite, nous avons le rapport numéro 39. Alors bon, ça, vous voyez que on avance. Hein, je reprends l'image de la poule et de l'œuf. Hein, après la subvention versée un petit peu par anticipation, Monsieur le Vice-président aux Finances, nous avons besoin maintenant de déterminer la composition du conseil d'administration du centre social intercommunal, dont nous avons décidé par délibération, approuvé ici à l'unanimité, qu'il aurait un statut d'établissement public administratif. Et nous avons donc décidé, enfin nous vous proposons du coup en conséquence la répartition suivante pour les 27 membres du conseil d'administration. Eh bien un collège des élus, un collège qui représente chacun des espaces de vie sociale. Les partenaires financeurs, bien sûr, sont associés au conseil d'administration ainsi que les associations du territoire. Là, ce qu'il nous revient de délibérer ce soir, c'est les noms des 14 conseillers communautaires qui pourraient, si vous en êtes d'accord, et dans une logique d'équilibre des territoires, c'est-à-dire les 4 anciennes communautés de communes. Ça a été un petit peu la réflexion qui me conduit à vous faire la proposition suivante. Alors, pour ce qu'on appellerait le secteur de la montagne, monsieur le vice-président, on proposerait que Daniel Balisoni, avec sa sagesse légendaire, puisse être administrateur du centre social. Jean-Pierre Dubo également, ce qui est assez cohérent avec sa vice-présidence du CIAS de Thiers d'Or et Montagne. Et puis Olivier Chambon, pour nous surveiller, voilà. Pour la partie courpierroise, après avoir un petit peu, je dirais, écouté les suggestions, hein, bien évidemment que Pierre Rose nous paraît absolument incontournable, tout comme Ludovic Combe. Et puis, je crois qu'Atlantique Messan pourrait aussi être intéressé pour participer à ce conseil. Ensuite, sur le secteur nord, eh bien, la commune notre collègue Philippe Blanchose, parce qu'il a aussi une délégation aux ressources humaines, ça paraît important qu'il suive cette affaire s'il en est d'accord. Marina D'Acosta, si elle veut bien participer. Et puis, enfin, je vous propose d'aller dans le collège, puisque de toute façon, il est prévu que le président de Thiers d'Or et Montagne soit président de droit. Donc, c'est pas une grande originalité en ce qui me concerne. Et puis, sur le secteur anciennement Thiers Communauté, nous avons pensé à Frédéric Baraduc. Je ne sais pas si Frédéric confirme sa vive volonté de participer. Et puis, en concertation avec la commune de Thiers et son maire, notre collègue Taïb Adjimi, Hélène Boudon, Martine Munoz et monsieur le maire de Thiers paraît aussi incontournable dans ce dispositif. Voilà la proposition qui vous est faite pour faire fonctionner ce conseil d'administration, étant précisé que les collègues qui seront, s'ils le sont désignés ce soir, auront vocation évidemment à rendre compte à l'Assemblée délibérante que nous sommes et qui les mandatera ce soir. Y a-t-il des questions? Oui, David. Oui, Monsieur le Président, étant président d'une association à vocation sociale, j'aimerais ne pas prendre part au vote. Très bien, ce sera enregistré, merci. D'autres prises de parole? Oui, Éric? J'aurais aimé que, au titre du pluralisme, un des membres des groupes minoritaires de Thiers soit envisagé. Alors on n'est pas sur une logique, encore une fois, de chapelle. Hein. On est bien sur une logique d'intérêt général et un sujet sur lequel
Encore une fois, on est sur un établissement public administratif. C'est un peu comme le conseil d'exploitation du SPANC. Je parle sous le contrôle de Thomas qui préside ce conseil. Bon, je registre la remarque. C'est parce que c'est une mission d'intérêt général dont nul n'est propriétaire. On est d'accord. Et puis la situation particulière de Thiers, on sait très bien qu'il y a une abstention massive et que même s'il y a une liste arrivée en tête, bon, elle ne représente pas une part. Voilà, c'est une situation qui est quand même assez particulière, qui pourrait justifier. Bon, c'est pas une instance politique, hein, mais c'est pour associer, pour être informé. Voilà. Mais c'est une question que je pose pour poser mon point de vue. Hein. C'est une offre de service plutôt qu'autre chose. Merci. Alors, les élus qui en sont membres sont avec des délégations particulières. On a aussi sur un lien avec des compétences qui peuvent dépasser d'ailleurs le cadre de l'intercommunalité. On a Martine Munoz qui est en charge des affaires sociales sur Thiers, vice-présidente du CCAS, et donc il semble difficile de l'éjecter. Hélène Boudon, même chose sur toute la partie enfance, affaires scolaires au sein de la ville de Thiers, et Taya Adjimi qui s'occupe des quartiers politiques de la ville. Donc c'est en ce sens qu'on a fait cette proposition. Alors j'ajoute qu'on n'a que 4 sièges. Hein. C'est vrai que c'est plus facile dans certains organes délibérants où on avait 10 sièges de permettre une plus grande ouverture. Mais je demande d'éjecter entre guillemets personne, hein, et effectivement il y a une logique. Est-ce que les adjoints concernés par ces sujets ils représentent la municipalité de Thiers? Voilà. Je faisais cette proposition, c'est tout. Voilà. Merci Eric. Proposition légitime, hein, complètement, hein, on est d'accord. Bien, sur la base de cette proposition, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Eh bien écoutez, je vous remercie. Oui. Oui, mais c'est pas au conseil de... Non, il est proposé d'approuver la composition du conseil d'administration, donc sa structuration. C'est comme dans un CCAS, hein, on a les membres élus qui sont des élus, et les autres qui sont des membres désignés. Oui, bah on va les rappeler quand on aura installé le conseil d'administration. Et là, ce soir, on avait vraiment besoin d'élire les 13 collègues qui seront représentants de ce conseil. Voilà. Vous aviez ensuite sur l'ordre du jour un rendu compte des délégations que vous m'avez, alors qui ont été transférées au bureau. Donc c'est la liste des délibérations qui ont été prises à l'occasion des 3 derniers bureaux communautaires à la suite du précédent conseil communautaire. Et puis vous avez à la suite les délégations que j'ai exercées à la suite donc de la délibération qui me l'a autorisé en début de mandat, c'est-à-dire le 15 juillet. Y a-t-il d'autres questions diverses? Oui, Jean-Pierre. Oui, alors Jean-Pierre, c'est pas une question diverse, c'est plus que ça, puisque je demande régulièrement à Jean-Pierre Dubault, en tant que vice-président à la fois du CIAS et vice-président d'ETDM en charge des affaires sociales, de nous faire un point synthétique sur la situation sanitaire, notamment dans les établissements médico-sociaux, dont nous avons la responsabilité à Thiers d'Or et Montagne via le Centre intercommunal d'action sociale. Jean-Pierre, tu as la parole. Oui, très bien, Monsieur le Président. Donc, comme vous avez pu le voir, donc la deuxième vague ne nous a pas épargnés. Donc, cette fois, elle n'a pas épargné nos établissements. D'abord, donc à l'établissement donc des Châtilles, à la Monnerie, l'établissement a commencé à être touché le 9 novembre et en 4 jours, ça a été 27 résidents qui ont été contaminés. Donc, la moitié de l'établissement, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle circule le virus. Donc, dès que la cellule de crise a été déclenchée, donc dès le début, on a reçu un soutien massif. Alors là, on peut vraiment rendre hommage
à beaucoup de monde, hein. Les agents de TDM qui sont venus pour la distribution des repas, des élèves infirmiers, des infirmières libérales de Chabreloche, de la Loire, du centre hospitalier avec l'hospitalisation à domicile, le CHU avec les équipes mobiles d'hygiène et de gériatrie, ainsi que l'ARS qui a coordonné toutes ces actions. Donc malgré tout, en dépit de ce dispositif, nous avons début décembre eu 39 résidents de contaminés et 11 décès et 18 agents positifs. C'est dire si la vague a été violente. Ensuite, sur l'établissement donc de Chandalon, on avait été préservé donc durant le mois de novembre et dès le mois de décembre, nous avons commencé à avoir un cas et aujourd'hui nous en sommes à 20 résidents positifs et 2 hospitalisés avec 9 agents positifs. Une autre information récente qui date d'hier, c'est que notre directrice Coralie Bouteille, elle aussi est victime du Covid, donc elle est aujourd'hui positive et symptomatique. Voilà. Je voulais aussi compléter mon intervention là, sur la situation de nos EHPAD pour vous faire part aussi de mon désaccord avec les propos du collectif Tiernoil sur les mesures liberticides qui ont été tenues en préalable de notre dernier conseil communautaire. Ces propos donc concernaient les mesures liberticides contre le confinement, le couvre-feu. Alors c'est glorieux d'endosser les habits de défenseurs de la liberté, mais pas lorsque c'est les autres qui en payent le prix. Donc dans les EHPAD, dans nos hôpitaux, les personnels passent leurs jours, leurs nuits, leurs week-ends à soigner les malades. Et voilà ceux qui en payent le vrai prix. Voilà. Alors, pour terminer, j'avais noté quelques mots d'une chanson de Brassens qui souligne l'absurdité de mourir pour des idées et qui dit « Quand enfin la Camargue est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. » Voilà, c'était ma conclusion pour cette intervention du dernier conseil communautaire. Je vous remercie. Bien. Merci Jean-Pierre. Y a-t-il d'autres questions diverses? Oui, Monsieur Laveste. C'est pas une question, mais c'est une observation que j'ai à faire. Donc c'est pour rebondir à ce que m'a dit Monsieur Dubost. On a été touché par le Covid. Moi, dans ma famille, j'ai eu des cas et j'ai remarqué plusieurs fois là, au dernier conseil communautaire où j'ai pu être, et là, que quand vous avez le micro, vous enlevez le masque. Ça sert à rien d'enlever le masque pour parler dans un micro. Si on a des masques, c'est pour éviter de projeter. Ça nous protège pas, mais ça protège les autres. Donc, pour rebondir à ce qui vient d'être dit avant, il serait très gentil pour tout le monde que quand on parle, même si on est éloigné, de pas enlever le micro, de pas enlever le masque quand on parle au micro. C'était juste une petite intervention et j'en profite juste après ce qu'a dit Monsieur Dubost. Voilà. Bien. Merci. D'autres interventions? Alors, Francis Roux et Tarabouanan. Oui, merci Monsieur le Président. C'est plus une question prospective. Je m'interrogeais sur ce que l'on allait faire au niveau du plan de relance, parce que comme on a des investissements, la piscine par exemple est un investissement, les choses comme ça. Comme en plus il y a un fort degré il y a une forte implication sur l'efficacité énergétique de l'équipement qui va être faite. Je me disais que ça pouvait peut-être s'inscrire dans ce type de thématique. Et du coup, au vu des délais administratifs, puisque le prochain conseil communautaire, j'imagine, aura lieu début février, fin janvier, voilà, je me posais la question. Je pensais voir aujourd'hui, au conseil de décembre, je pensais voir quelque chose là-dessus. Alors, 2 éléments de réponse là-dessus. Effectivement, il y a un plan de relance, il y a tout un tas d'investissements aujourd'hui qui sont jugés comme prioritaires. Celui que vous évoquez, à savoir la piscine communautaire, est évidemment un dossier pour lequel nous essayons d'avoir le meilleur plan de financement possible. Il n'est pas mauvais en l'état, puisqu'on a atteint les 50% de subventions. On a déjà des démarches en cours pour obtenir, soit au titre du plan de relance, soit au titre du prochain contrat Ambition Région, entre 1 et 2 millions supplémentaires de recettes. Donc à chaque fois, 1 million, c'est 10%. Donc on arriverait à 60 ou 70% de recettes, ce qui serait tout à fait conséquent pour un équipement de cette envergure.
Et donc, j'en profite pour dire que les services de Thierry Dory-Montagne, Philippe Prada, directeur financier en particulier, scrutent attentivement tout ce qui pourrait ressembler à une opportunité pour les financements de Thierry Dory-Montagne. Et par rapport à la temporalité, je rappelle, et je pense que c'est quelque part une bonne chose qu'on les fait, eu égard à la réactivité dont on doit faire preuve, que le Conseil communautaire a délégué la demande de subvention au bureau communautaire. Donc, soyez rassurés sur le fait que justement cette souplesse nous permet à chaque réunion de mettre à l'ordre du jour des demandes de subvention qui seront de toute façon, si elles sont obtenues, proposées en inscription budgétaire le moment venu. Donc, ça prive pas l'Assemblée délibérante de sa souveraineté, ça donne juste une réactivité pour demander les financements quand ils se présentent à nous. Ok, merci pour cette précision. Et Tarboinen, dans l'ordre. Oui, je voulais simplement savoir si en 2021, des commissions pourront se tenir, parce que ça manque cruellement. On est sur une collectivité très importante, 30 communes, il y a beaucoup d'affaires à traiter, et c'est vrai que si on veut pouvoir co-construire les politiques publiques, il faut qu'on ait quand même du partage, ce qui éviterait aussi des séances à rallonge, comme on a pu assister, on y assiste à Thiers aussi. C'est vrai que ça manque vraiment cruellement. Donc il faut quand même pas 6 mois pour faire remonter des noms et les inscrire sur des commissions. Donc vraiment, je réitère, et sur la désignation du centre social, des représentants au centre social, je rejoins les propos du collègue Éric Boucourt. C'est pas y être pour y être, mais si déjà on peut avoir de l'information, de l'information qui est de la transparence, qu'on puisse discuter de ces questions-là, ça sera déjà très bien, sans insister pour être dans les instances ou autres. Et pour revenir sur le propos du collègue maire de Chabarouloche, j'ai pas le sentiment que les gens qui sont venus exprimer des positions contestent la présence du Covid. Il y a chacun s'en rend compte, tous les jours. Il y a une politique, avec des positions un petit peu contradictoires. Il y a une gestion de crise quand même si c'est difficile, qui interpelle, qui interroge. Et en tant que citoyen, on a quand même, les uns et les autres ont quand même le droit d'exprimer des doutes, surtout quand on apprend qu'au plus haut sommet de l'État, un mensonge, un haut fonctionnaire a ratifié, modifié un rapport sur, par exemple, la gestion des masques. Donc c'est aussi ce sentiment, ce manque de transparence, d'information, ces mesures, on va dire, disproportionnées, qui aussi amènent des citoyens à s'interroger et à remettre aussi en question la confiance de nos gouvernants. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bien, merci Tahar. Alors sur l'aspect, évidemment, la gestion de crise, chacun est libre d'en avoir une appréciation, de l'exprimer. On a toujours permis dans cette assemblée, y compris à des membres du public extérieur, de venir le faire, que ce soit les Gilets jaunes ou le collectif qui est évoqué à l'instant. Et il est aussi permis aux conseillers communautaires de donner un avis à titre personnel. Donc moi, j'entends tout le monde, et je pense que Jean-Pierre Dubourg a tout à fait la liberté d'exprimer son point de vue parmi nous. Alors sur l'autre sujet qui concerne le fonctionnement de Thierry Dory-Montagne, je pense effectivement qu'il faut réunir très rapidement les commissions. Je partage complètement cet avis. Et je précise quand même que l'argument principal qui fait qu'elles n'ont pas été réunies, il y a la remontée des infos, mais ce n'est pas la principale. La principale cause, c'est la crise sanitaire. Alors on a maintenu, et c'est un choix délibéré, on a maintenu les assemblées délibérantes officielles en séance publique et en présentiel, parce que ça me semble plus efficace pour qu'on puisse avoir une qualité d'échange et de débat. Les réunions de commission qui n'ont pas un caractère obligatoire, comprenez que c'est comme le port du masque quand on parle devant un micro. Il nous a semblé aujourd'hui préférable
de pas favoriser le brassage et de limiter les interactions entre les personnes. Alors, si ça devait durer, on a d'autres moyens de faire des réunions, effectivement. Ça peut être avec des moyens en distanciel. Ça fait partie des réponses possibles. Dans tous les cas, moi, je partage le sentiment et qu'il y a besoin de faire vivre ces commissions. Elles ont été assez bien composées dans le sens où il y a des inscrits dans toutes les commissions. Il y a des élus qui sont prêts à les réunir, donc et désireux de le faire. Donc, sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire en distanciel ou en présentiel, elles se réuniront début 2021. Y a-t-il d'autres interventions ou questions? Oui, Eric? Oui, pour approuver ce que disait mon collègue Tarbouanan concernant les commissions, mais tu as répondu, hein, mais c'est pour souligner quand même que c'est important. Mais pour revenir au plan de relance, bon, si on peut mieux financer un projet déjà prévu, tant mieux. Mais enfin, c'est pas suffisant. Enfin, l'idée du plan de relance, c'est quand même relancer l'emploi, l'économie, le commerce, l'industrie, etc. Et donc, on ne sait pas encore tous les détails, quelle part peut nous revenir, quels sont tous les outils. C'est assez complexe. Enfin, quoique le sous-préfet est censé nous aider à cet égard, d'ailleurs, hein, puisqu'il est censé coordonner au niveau départemental, pas seulement local. Mais voilà, il faudrait quand même réfléchir à ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Hein, notamment requalification de zone, améliorer des accès, communiquer dessus, formation, recyclage de friches parce que c'est pas facile à financer en temps ordinaire. Enfin, d'avoir des projets nouveaux, enfin, même s'ils sont pas bouclés, qui soient suffisamment avancés, parce que c'est un petit peu le premier qui lève le doigt qui obtient dans ce domaine. Hein. J'ai connu des régions, par exemple, en matière de friches, elles prévoient 3 friches par an, ou bon, des choses comme ça. Bon, je sais pas comment c'est ici, mais enfin, de renforcer l'aspect économie, emploi, formation. Voilà. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de projets dans les tuyaux pour l'instant. Voilà. C'est pas pour contester les équipements publics, c'est très bien, hein, évidemment, mais d'avoir du plus. Voilà. C'est un peu l'idée. C'est sûr que ces commissions seraient très utiles pour ça. Bon, j'espère que ça sera possible. Le présentiel, c'est quand même mieux pour échanger. Hein. Bon, mais à défaut, démarrons-les autrement. Bien, merci. Alors, quand je parlais tout à l'heure de prospective ou d'ingénierie financière, évidemment, ça ne porte pas que sur les projets qui sont déjà dans le viseur. Les services se mobilisent. Les circulaires de l'État, qui font parfois plusieurs dizaines de pages, pour ne pas dire plus, sont regardés à la loupe, à commencer par le vice-président en charge de l'économie qui est à côté de moi. Le vice-président aux finances fait pareil. Donc il y a vraiment une recherche de... Alors, il faut quand même rappeler, et puis c'est pas à toi que je l'apprends, que même si on a beaucoup de projets d'investissement bien financés, il reste dans tous les cas la part autofinancement, et là pour laquelle il n'y a pas de recettes nouvelles prévues. Il y a même des dépenses, au contraire, qui ont été entraînées, comme on l'a vu, on a été amené à les étaler, les dépenses Covid. Elles ont un coût pour les collectivités. Alors on a quelques astuces, comme on les a votées pour les étaler en section d'investissement. Bon, enfin, il n'empêche que tout de suite, ça impacte les budgets locaux et la baisse des dotations votées par le Parlement depuis 2014, c'est 11 milliards d'euros par an qui manquent dans les caisses des collectivités, communes, interco, départements, régions. Cumulé sur plusieurs années, ça fait quand même beaucoup d'argent qui manque. Donc on s'efforce aussi, et je pense que la création des services communs que nous avons votés participe de cet effort de gestion pour arriver à dégager des marges de manœuvre. Mais bon, si on prend l'exemple de la piscine, ou du barrage qui est en train de se terminer pour le lac d'Aubusson, enfin, la piscine communautaire, c'est 10 millions d'euros hors taxe de travaux, d'investissement. Enfin, il y a un peu d'ingénierie là-dedans, mais c'est quand même un gros chantier qui, pour les entreprises, parce que c'est un équipement public, en fait, c'est les 10 millions d'euros qui vont être touchés par des entreprises, va être sacrément... Il arrive au bon moment, pour le coup, quand on voit l'étalement des APCP, on voit que ce projet arrive au bon moment pour l'économie locale. Voilà. Mais les efforts doivent être maintenus et nourris. Stéphane.
Oui, peut-être ajouter aussi qu'il y a eu une information en bureau communautaire de ce plan de relance, et c'est un peu le rôle de Tiers d'Ormontagne qu'on s'est choisi, c'est-à-dire aussi d'informer l'ensemble des maires qui n'ont pas forcément l'ingénierie que possède TDM au travers de Philippe Prada, mais pas que, ou des villes de la taille de Thiers, et des proactifs aussi pour des projets communaux qui ont toute leur part sur un plan de relance. Aussi que le président de la République a signé une convention avec les régions, puis avec les départements, et que je crois que dans les jours qui viennent, il est question d'une convention avec l'AMF, dont on espère qu'elle va prendre en compte ces sujets de reste à charge. Parce que sinon, le plan de relance, il ne marchera pas. Enfin, en tout cas, côté collectivité, qui investissent quand même 70% d'investissement public. Hein. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai interrogé le préfet il y a quelques semaines pour, à défaut de retrouver les 11 milliards tout à fait tout de suite, chaque année, je dis une des solutions, c'est de sortir du plafond de 80% de financement des investissements publics. Si on est sur un effort de sortie de crise, ça justifie de déplafonner certaines règles qui s'entendent en matière en période ordinaire. Et là, les sujets vraiment destinés à relancer l'économie, ils vont mesurer l'impact sur la relance, pourraient être déplafonnés et monter à 90-95% de subventions. Ce serait une réponse à la hauteur de l'effet levier qu'on attend des collectivités territoriales. J'ai pas eu une réponse très précise ni très ferme sur le sujet. Bien. Donc on a raison de les encourager à investir. Et peut-être ajouter aussi que le plan de relance concerne aussi des entreprises de notre territoire. Et on a été heureux, c'est une information, de recevoir le préfet Chopin il y a un peu moins d'une semaine pour présenter le plan de relance, en particulier au syndicat de la plasturgie sur TDM. Donc TDM joue ce rôle aussi de lien pour nos entreprises sur ce territoire. Bien, merci. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y en a pas, je vous remercie chaleureusement toutes et tous. Je vous souhaite une fin d'année la meilleure possible, en tout cas sans Covid. Et je vous donne rendez-vous en 2021. Et vous souhaite une belle fin d'année. Merci.